Vous écoutez RCJ Midi, place maintenant à lire la politique avec Luce Perrault et Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, monsieur le ministre, bonjour. Vous publiez Bonjour. aux éditions Grasset L'engagement, un récit intime et édifiant du pouvoir. Alors, est-ce que vous prenez date d'ores et déjà pour 2022 ? Ça y ressemble un peu, votre livre. Bien que ce soit aussi de l'histoire immédiate, également un essai de réflexion. Mais qu'avez-vous lu, quel message voulez-vous adresser aux Français ? J'ai voulu... Vous prenez date, là, quand même. Les emmener mes lecteurs par la main à l'intérieur du pouvoir pour leur expliquer pourquoi ça ne marche pas, en fait. Et pourquoi le pouvoir est un non-pouvoir ou une impuissance, en quelque sorte. Et tel qu'il ne fonctionne pas, il conduit à la désespérance de notre peuple. Et donc j'ai voulu reconstituer les sentiments. C'est une sorte de, comment dire, de parcours un peu comme ça, de souffrance. Et le narrateur que je suis a fait... C'est un témoignage, alors. Oui, a voulu faire œuvre de dévoilement, en quelque sorte. Il s'agit de dire les choses et de ne pas tricher. C'est une œuvre pour moi qui est sincère et qui est de l'ordre du témoignage. C'est un peu qu'est-ce qu'il y a dans la tête de John Malkovich, en quelque sorte. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Bon. Et c'est intéressant parce qu'on voit la toute puissance de la technostructure, le poids des empires qui dirigent, en fait, qui conduisent la destinée de la France. On voit la façon dont l'Europe, aujourd'hui, a finalement dévoré la souveraineté du pays pour peu de profit. Donc c'est un équilibre qui est problématique, un déséquilibre problématique. Enfin, voilà. Donc j'essaie de montrer ça de l'intérieur. Donc vous commencez avec le Bourget, le fameux congrès du Bourget, où François Hollande déclare au monde, et aux Français surtout, qui vont voter, que c'est le monde de la finance qui est son ennemi. Vous avez été le ministre du redressement productif de François Hollande. Est-ce que vraiment le monde de la finance était son ennemi ? Vous y avez cru quand même ? Non, pas du tout, d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est que c'est la crise financière qui avait mis par terre toutes les économies et précipité... En Europe et dans le monde. Dans le monde, et en Europe particulièrement. Et donc, il fallait évidemment... d'abord, il était impensable qu'on fasse payer aux classes populaires et classes moyennes la facture de la crise. C'était au système provoqué par les banques. Payer. Oui, c'était aux banques, au système financier de le payer. Ça n'a nullement été le cas. Qui a payé la facture de la crise ? Les classes moyennes et les classes financières. Les classes moyennes et les classes populaires. Pourquoi ? Parce que quand on a décidé de rétablir les comptes publics qui avaient été obérés par la crise financière, on l'a fait payer à qui ? En France, en Grèce, en Italie, partout dans tous les pays européens. On l'a fait en augmentant les impôts en France. En France, l'austérité, c'était pas la baisse des salaires comme en Italie, en Espagne, là où on faisait souffrir les gens. Ou la fin de la redistribution des profits et des dividendes. C'était le matraquage fiscal, comme ça a été dit par je crois, à l'époque, Pierre Moscovici. Donc, en fait, les gens ont payé la facture de la crise. Et c'est à partir de ce moment-là que le quinquennat est parti à volo, en fait. Peut-être avant, parce que vous soulignez quand même que François Hollande, en choisissant Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre pour son confort personnel, il a en fait choisi contre la réussite de son quinquennat. Ils étaient les deux les mêmes. J'essaie de dépersonnaliser, même si les portraits qui sont aussi, j'allais dire, vrais que nécessaires. On dit les choses. Telles qu'elles sont. Plutôt, en disant les choses, les sensations, les moments, tout en épargnant finalement, parce que c'est un livre qui est une narration, c'est un récit. Ce n'est pas un livre politique, en fait, c'est un récit à l'intérieur du pouvoir. Pour qu'on comprenne et pour l'édification personnelle du lecteur. Donc les choix de François Hollande ont été des choix qui étaient orthogonaux par rapport à son langage de campagne. D'ailleurs, la nomination d'Emmanuel Macron à l'Élysée, quand on veut être l'ennemi de la finance et qu'on va chercher le banquier d'affaires Rothschild en vue, et qu'on le nomme
pour nous chapeauter. C'était mon Sherpa, moi, à l'Élysée. Pour nous chapeauter, je suis sûr que c'est pas très raccord, mais ça, c'était dans la minute ou dans l'heure qui a suivi son entrée au palais de l'Élysée. Donc, dès les débuts, on comprend soudain que ça va pas être tout à fait, et on le pressent. J'étais même pas ministre, que déjà, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Il y avait quelque chose de trouble. De flou. De trouble et d'incompréhensible. Il y avait des... Vous savez, c'est les romans à clé. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Puis à la fin, quand on comprend, c'est trop tard. Et c'est ce qui s'est passé dans ce quinquennat. Enfin, le grand moment le plus difficile que vous ayez eu à vivre en tant que ministre du redressement productif, c'est un titre que seul François Hollande pouvait inventer, c'est Florange. Oui. Vous racontez ça, mais au jour le jour, on y croit avec vous. Vous entraînez le lecteur dans vos convictions, dans votre combat, on y croit, et puis, clac, patatras, François Hollande avait déjà, avant même que vous ayez trouvé la solution, avait décidé de ne rien faire et de laisser l'ogre Mittal bouffer Alstom. De quoi s'agit-il ? François Hollande, candidat au mois de février, talonné par Mélenchon, invente la taxe à 75% et va sur la camionnette à Florange devant les syndicalistes en disant on ne va pas laisser faire, fermer. Et il est vrai que le précédent qui s'était déroulé sous le quinquennat précédent à Grandrange, dans la commune d'à côté, où Mittal, le même Mittal, avait fait fermer une aciérie, il est évident que François Hollande ne pouvait pas laisser faire. Et c'est juste. Donc évidemment, quand j'arrive à Bercy 3 mois plus tard, j'hérite du dossier. Je reçois les syndicalistes, ils disent « Ah, la camionnette, on s'en souvient, monsieur le ministre, alors qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « On va faire tel que cela a été dit. » Et je me mets en quête de trouver les solutions, le repreneur, la nationalisation temporaire, pour garder nos fourneaux, il n'y en a plus en Lorraine. Enfin, il en restait un à Pont-à-Mousson bien menacé, puisqu'ils veulent le vendre aux Chinois, le dernier, chez Saint-Gobain. Mais en fait, c'était une manière de dire aux Lorrains qui ont tellement payé, de dire, et il avait raison, Hollande, d'aller sur la camionnette, disant on ne laissera pas faire. Mittal mène tous les gouvernements européens par le nez, et il n'y a personne pour dire maintenant ça suffit. Donc moi j'étais favorable, comme Louis Gallois me l'avait susurré à l'oreille, il m'avait dit il fallait... Louis Gallois, l'ancien patron d'Airbus, de la SNCF, très grand patron. Et président du conseil d'administration de PSA jusqu'à dernièrement. Voilà. Il m'avait dit, en fait, Arnaud, vous auriez dû proposer la nationalisation de la totalité de Mittal. Et je crois qu'il avait raison. Reprendre l'acier. Et aujourd'hui, regardez, on est dans la main de multinationales, alors qu'on a vendu en pièces détachées Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge et combien d'autres. Et ça continue. Donc, il y a un moment, ça doit s'arrêter. Hollande aurait pu être l'homme qui fixe, à ce moment-là, la limite et la fin de la prise du pouvoir sur l'économie française des multinationales. Quel est le prix de la trahison, d'ailleurs, pour un patron français aujourd'hui qui fait ce qu'il veut de son conseil d'administration de connivence? C'est entre 10 et 15 millions. Alcatel, Michel Combe, 13 millions. Cron, Alstom, 20 millions. Pilenco, Technip, allez, pas loin de 10. C'est ça le prix? Et tous ces gens la Légion d'honneur? Et vous croyez que c'est acceptable, ça? Donc moi, je suis désolé. C'est vrai, ma colère, elle est dans le livre. Elle est dans le livre et on la sent. Mais elle monte parce qu'on avait réussi à faire le consensus républicain sur cette histoire de nationalisation de Florange. La droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Tout le monde est d'accord. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, Thierry Breton, ministre de Chirac, Jean-Louis Borloo, ministre de Sarkozy, François Baroin, ministre d'économie de Sarkozy, Henri Guénaud, conseiller de Sarkozy. Ils disaient oui, il faut nationaliser. Ils avaient été humiliés à Gandrange, eux. Et nous allions nous laisser faire une deuxième fois. La gauche soutenait, le gouvernement était d'accord. Il n'y a que 2 personnes qui n'étaient pas d'accord. Le Premier ministre et le Président de la République. Mais toute la France était d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, on fait rien. Et là, évidemment, mais on a vu Édouard Martin, le leader syndicaliste à la télévision, il pleurait. Et moi, en le regardant, je pleurais, madame, aussi. C'est ce jour-là où j'ai rédigé ma lettre de démission. Alors, justement, c'est le
grand moment de ce livre, parce que c'est là où on peut mesurer tout votre engagement. C'est le titre du livre, ben oui. C'est le titre du livre. Si on s'engage, on va au bout, on y va à fond. Voilà, toute Sinon, votre c'est pas la peine. sincérité, tout ce que vous avez mis dans ce combat pour Florange, et vous crachez votre colère et votre mépris à François Hollande. Vous êtes dans son bureau, vous en sortez et vous vous dites « J'étais dans le bureau de Gaulle et de François Mitterrand et j'avais en face de moi rien. Un homme transparent. » C'est terrible comme constat. C'est difficile pour moi d'écrire. Ça a été difficile pour moi d'écrire ça. Parce que Mais j'ai un dur. immense respect pour le président de la République. Vous Pour comprenez ? la fonction. Oui, j'ai un immense respect. Donc ça a été très dur pour moi de l'écrire. Mais il fallait Mais- l'écrire. Pour moi, c'était important de l'écrire et en même temps difficile de le faire. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le faire. Il m'a fallu un peu d'années. Mais je vais vous dire pourquoi. J'avais en face de moi un petit garçon. J'ai eu honte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais là ? Donc je suis reparti avec ma bagnole Oui. et mon chauffeur, mon officier de sécurité à Bercy. Et j'ai commencé à écrire ma lettre de démission. En rouge. Oui, en rouge, oui, c'est vrai. C'était en rouge. Voilà. Et puis, Mais je l'avais remise. Il a dit non, on va s'arranger. Toujours on arrange. On arrange quoi ? Rien Il vient du tout. piétiner des gens, un territoire, une promesse, un engagement. Alors on avait toute la solution. Tout le monde était d'accord. On avait tout. Ah, excusez-moi, je m'emporte. Je ne devrais pas. Non. Mais vous finissez par ravaler votre démission parce que, justement, Martin, le syndicaliste, vous demande de ne pas le faire. Et dès lors, il vous supplie, il vous dit « on a besoin de vous ». C'est vrai. Et depuis, sauver les entreprises françaises, ça devient votre credo. Ben, c'était pas mon credo. C'était une nécessité publique. Vous savez, les libéraux, ils disent... Moi, je me souviens, vous avez la presse anglo-saxonne, le Financial Times, FT. le Nouvel Économiste, Le FT. et même, d'une certaine manière, la presse libérale, les Échos, un peu, vous savez, tout, que je lis d'ailleurs, parce que j'aime bien l'économie, ça me passionne. Je suis moi-même entrepreneur, donc je suis abonné aux Échos, ou l'Opinion, et tout ça. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites à aller sauver les entreprises qui sont mourantes ? À quoi ça sert ? Je dis, ça sert que les autres pays ne les abandonnent pas. Donc, à chaque fois qu'on laisse une entreprise mourir, c'est des parts de marché pour d'autres entreprises ailleurs dans le monde. Donc, c'est absurde de le faire. En revanche, les restructurer, c'est mieux, plutôt que les laisser mourir. Les Allemands, ils ont fait ça pendant 50 ans. Ils gardent, ils restructurent, c'est plus dur, mais ils gardent. Et ils améliorent et ils injectent du financement. Et ils ont une industrie à 23% de leur richesse nationale. Nous, on est à 10%. Les Italiens, même chose, ils s'arrangent, eux, c'est les distriti en famille. Ils ont 19% de leur richesse nationale dans l'industrie. Mais nous, on n'a plus rien. Donc maintenant, on n'a pas de masque, on n'a pas de vaccin, on n'a rien. Voilà. Nous, on est dans la main des autres. Un pays qui a inventé la liberté, il y a les Américains et les Français qui ont inventé la liberté en 1789-1787, eh bien, nous, on est dans la main des autres, on a perdu notre liberté. Donc maintenant, quand on a un fléau comme cette pandémie, on a 100 000 morts, on n'a pas de masque, pas de test, pas de vaccin, rien du tout, et on attend. On regarde passer les trains. Vous voyez, c'est ça la France. Voilà dans quel état on s'est mis nous-mêmes. Alors, vous rendez un grand hommage à Colbert, dont vous vous inspirez pour justement mener votre combat contre la démondialisation. Pourquoi Colbert ? Est-ce que vous avez besoin de l'histoire pour vous souffler les solutions pour les problèmes actuels ? On n'a pas besoin de l'histoire, mais on en a toujours besoin. On n'a pas besoin pour agir. On peut être sans mémoire. Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas d'agir. Mais c'est mieux de fonder dans les racines de notre pays et de retrouver ce que nous sommes finalement dans la constance à travers les siècles. Et ce qu'a fait Colbert, bien sûr, il n'a pas été que l'artisan de l'esclavagisme abominable français, mais enfin c'était le cas dans tout l'Occident. Donc ça, c'est un débat où on juge 300 ans ou 400 ans après, oui. Bon, avec les yeux d'aujourd'hui, ce qui a été. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de bonnes choses dans l'histoire de Colbert, et notamment
la manière dont il a... Les manufactures. Pas que, la manière dont il a complètement organisé le système productif à des fins mercantilistes. Qu'est-ce que le mercantilisme ? C'est une théorie qu'on retrouve jusque dans le gaullisme et le pompidolisme. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement est l'héritier de ça. Et je me réclame d'ailleurs de cet héritage-là. On peut le retrouver aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? C'est vendre le plus cher possible au reste du monde le travail national pour assurer le pain quotidien des habitants. Et le savoir-faire, quand même. Et donc, le savoir-faire. Qu'est-ce qu'avait fait Colbert ? Il manquait des savoir-faire en France. Eh bien, il allait chercher des savoir-faire à Venise, dans les pays attenants, en Allemagne, chez les Germains, partout ailleurs, pour monter des industries nouvelles. Et il organisait des protections pour favoriser le commerce. Donc, il était protectionniste. Voilà, tout simplement. Le contraire de la mondialisation. C'est comme ça que je me suis permis de m'inspirer de Colbert. Donc, je disais à mes interlocuteurs, je suis un colbertiste. Oui, et ça, Voilà. ça ne faisait pas plaisir, notamment aux décolonialistes, aux racialistes, qui vous le reprochaient vertement. Mais je répondais, ils m'ont envoyé des lettres. Je répondais, écoutez, on ne va pas abattre toutes les statues, les rues, les boulevards. Et pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que l'histoire a tranché. D'ailleurs, l'esclavage aujourd'hui est interdit, il est même prohibé. D'ailleurs, il y a des nouvelles formes d'esclavage contre lesquelles on ferait mieux de se battre. Par exemple, quand Nike fait travailler les enfants, vous pensez que c'est pas de l'esclavage contemporain, ça ? Et en Libye. Mais là, mais de quoi pas ? Mais ça, faut s'en occuper plutôt qu'essayer de déboulonner des statuts, alors qu'on sait très bien dans notre pays que l'esclavage est prohibé, que nous avons des droits sociaux. Pardon, mais le temps tourne. Il est presque 13 heures. Alors, je vais vous poser une question importante, fondamentale, de Jean-Luc Mélenchon, qui prétend que vous avez les mêmes idées que lui, à Jean-Pierre Chevènement, et même à droite, puisqu'on vous a vu discuter avec Xavier Bertrand. Qu'est-ce que vous voulez faire comme Jean-Pierre Chevènement en 2002, essayer de rassembler les républicains des deux rives pour lutter contre ce qui fractionne la République, pour lutter contre ce qui tue le tissu social, ce qui le mange, le pourrit? Écoutez, est-ce que la République, pour vous, doit demeurer une et indivisible? Je ne vois pas les choses tout à fait comme Jean-Pierre Chevènement les avait imaginées en 2002, parce que lui, il voulait que les républicains des deux rives s'unissent dans un programme commun. Je pense que la situation économique du pays, l'appauvrissement massif de beaucoup de Français aujourd'hui, conjugué à l'arrivée probable, en tout cas plausible, de Mme Le Pen au pouvoir, justifie que nous construisions un compromis de nature historique où des gens qui se sont confrontés ou affrontés soient capables, pour sauver pas seulement la République, mais tout simplement la France, son économie. Donc, vous savez, si on regarde ce qu'il y a à faire, il faut refonder la démocratie et l'État, démanteler l'islamisme politique, reconstruire l'industrie et l'agriculture de façon écologique, réformer le capitalisme, parce qu'on ne va pas continuer comme ça avec 80% de la richesse dans 1% du patrimoine pendant que les autres vont mettre des chasubles jaunes sur les ronds-points. On a besoin de partager. Bon, ben ça, vous n'allez pas le faire avec 20% des électeurs, au mieux. Vous ne pouvez le faire que si on trouve les conditions, les voies et les moyens d'un compromis historique. Donc pour moi, c'est presque un programme commun pour reconstruire le pays, CGT-MEDEF, quoi. Vous voyez, il faudra un deal. Est-ce que c'est keynésien? Mais pas que. Mais... Par exemple, et la question européenne qui divise tous les partis, il y a un moment, on va dire, écoutez, d'abord la France, l'Europe, on n'est pas contre, mais plus tard. Justement, Arnaud Montebourg, est-ce que vous faites vôtre complètement cette citation de Romain Gary, que j'ai retrouvée dans votre livre? Le patriotisme, c'est d'abord l'amour des siens. Le nationalisme, c'est d'abord la haine des autres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Romain Gary fait ma conclusion à votre micro, cher Luce Perrault. Je suis un admirateur de cet homme mort tragiquement, désespéré qu'il était, d'avoir tant enchanté la vie des autres par les livres qu'il nous a offerts et que nous relisons avec bonheur. Merci Arnaud Montebourg. L'engagement, un récit intime
et édifiant du pouvoir. Et cette magnifique citation de Romain Gary, que j'espère vous aurez beaucoup de plaisir à retrouver, c'est aux éditions Grasset. C'est un livre qu'il faut absolument lire si on le veut être au courant de tous les problèmes que la France doit affronter et qui ne datent pas d'hier. Problèmes sur lesquels vous vous êtes quand même un peu cassé les dents.